C'est dans la simplicité que réside la véritable grandeur. Messieurs et dames, vous qui nous suivez, si vous ne pouvez pas toujours faire les grandes choses, essayez de faire le petit, mais en y mettant de la grandeur. Voilà le bon choix, c'est celui que vous faites de suivre Héroux Télévision dans cette tranche d'information appelée les 7-9. Ici, nous vous donnons l'information, mais nous l'analysons, nous la décryptons aussi. Voilà pourquoi cette émission comporte deux parties. La première, où nous avons nos chroniqueurs maison, et la deuxième, où nous avons ici sur ces plateaux un invité avec qui nous décortiquons l'actualité. Messieurs et dames, bienvenue au 7-9. Tout de suite, place au sommaire. Assemblée nationale, les nouveaux élus ont pris part à la toute première plénière. C'était ce lundi à Kinshasa. Retour sur le moment fort de cette cérémonie dans cette tranche d'information. Tension entre Union Sacrée et la nouvelle plateforme initiée par Vital Kamerhe et compagnie. Le vice-premier ministre sortant de l'économie a tiré les choses au clair. C'était au cours d'une interview accordée à la presse au cours justement de cette cérémonie, de cette première plénière. Le contrat chinois révisé, la RDC revoit ses intérêts en hausse après de nouvelles négociations tenues entre les deux parties. Ce sont là les sujets phares qui seront évoqués au cours de cette émission que nous débutons tout à l'heure avec cette rubrique. Avec nous sur ce plateau pour donner l'actualité, Fiston Kazadi. Fiston Kazadi, Mbote, bonjour, bonsoir. Mbote, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, très bien. Nous sommes très bien. Vous étiez au Palais du Peuple. Exactement. Vous avez vécu de vos propres yeux tout ce qui s'est passé au cours de cette toute première plénière de nos nouveaux élus. L'ouverture. Allez-y. L'Assemblée nationale a ouvert sa session extraordinaire ce lundi 29 janvier de la 4e législature de la 3e République. Les députés nationaux nouvellement élus étaient dans la salle des congrès du Palais du Peuple pour la séance inaugurale. Christophe Mbosso a été installé président du bureau d'âge en tant que doyen de cette législature. Il a donné le coup d'envoi des travaux et conformément aux dispositions 114 de la Constitution. À Mendimoni, il y avait 402 élus étaient présents sur 478 proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. 478 élus donc sont déjà connus. Il en reste 12 dont le sort doit être connu aussi. Mais sur les 478, il y avait 402 présents. Exactement. Il faut dire que ce n'est pas facile. D'autres sont au fin fond de l'intérieur du pays d'abord. Et ce n'est pas évident pour eux de venir. D'autres peut-être sont soit en Europe, ainsi de suite. Voilà qui justifie sûrement le 402 sur 478. Je crois bien, mais vous savez, une fois élu, vous devez quand même prendre toutes les dispositions pour être là. Oui, mais vous savez aussi que si quelqu'un n'avait rien, qui se trouve peut-être au fin fond de Kisangani là-bas, il lui faut un peu de moyens pour venir ici. Pourquoi ne pas pour s'acheter des costards, ah, oui, pour les billets. Mais ça, tout en sachant comme la rentrée des classes, hein? Tout en sachant si qu'ils vous êtes n'ont pas absent encore au début, reçu, ce n'est pas bon. Ils n'ont pas encore reçu des frais d'installation. Ça devra venir. Ah, attendons voir. Mais vous savez, la première rentrée, c'est toujours important qu'un élève ou une élève soit là. Retour sur le grand moment fort du discours du président du bureau d'âge dans ce propos calé. Honorables députés nationaux, Messieurs les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, se référant aux dispositions de l'article 114 de la Constitution, l'Assemblée nationale ouvre ce lundi 29 janvier 2024 sa session extraordinaire inaugurale de cette nouvelle
législature. Cette session intervient dans un contexte éminemment politique. En effet, comme vous le savez, en exécution de son calendrier électoral, la Commission nationale indépendante a organisé le 20 décembre 2023 le 4e cycle des élections combinées, présidentielles, législatives et provinciales. Et pour la première fois, les élections municipales. En attendant la proclamation de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, je saisis cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple congolais a placée en chacune et en chacun d'entre nous et vous présente un fructueux mandat. Fiston Kazadi, c'était là, comme on appelle le Pépé Mbosso, le doyen d'âge. Il a 82 ans. 82 ans. 82 ans. Et le bureau d'âge est composé de 3 membres. Exact. Il y a le président Bosso, 82 ans. Il y a Agé Matembo Toto Moïse, qui a 26 ans. Lui, il sera questeur de ce bureau. Et puis il y a Serge Bahati, lui, il a 27 ans. Serge Bahati, il est fils de Bahati. Ça doit être le neveu de Bahati Lukwebo. Et Agé Matembo est le fils d'Agé Matembo. Donc Serge Bahati, lui, il a 27 ans, il sera les rapporteurs. Des pères au fils. Des rapporteurs de ces bureaux d'âge. Fiston Kazadi, on a vu qui à cette plénière? J'ai vu en image Vital Kamere, au fin fond, qui s'est caché là-bas derrière. Humblement. Hein? Qui d'autre on a vu? Parmi les... on a vu Sama Lukonde. Les lourds, j'ai vu qu'il y avait des ministres, hein, beaucoup de membres du gouvernement. Oui. Non, parmi les lourds. Aimé Boji, moi, je parle des lourds, Amen. Quand on parle des lourds, on voit Vital Kamere. Aujourd'hui, on peut voir aussi Sama Lukonde. Mais il y a un lourd aussi que je n'ai pas vu. Qui? Adolphe Mouzito. Il n'était pas présent? Il n'était pas présent. Je ne sais pas Matata pourquoi. Pogno était présent? Non. On n'a pas vu aussi Matata Pogno. Il y a aussi un autre lourd, chez Okitundu aussi. Il y a des visages, beaucoup de nouveaux visages. Que je n'ai pas vu. Beaucoup de nouveaux visages aussi. Vraiment beaucoup de nouveaux visages. J'ai beaucoup aimé, mais quelque part, là où ça dérangeait un peu des pères au fils, vous voyez. Bon, c'est la politique du Congo, nous n'allons pas commenter. Puisqu'on a parlé de Vital Kamere, il paraît que lorsqu'il a fait son entrée, je veux dire, au sein du Palais du Peuple, il a été fortement applaudi par les agents de l'administration de l'Assemblée nationale. Exactement. Qui se souviennent encore de lui parce qu'il a été président. Il paraît qu'on demande son retour. Ces agents gardent des bons souvenirs de Vital Kamere. Amen. Vous vous souvenez, même à l'époque, nous aussi on a eu la chance de couvrir l'Assemblée nationale à cette époque. Mais nous savons bien qui était Kamere à cette époque. Partout Kamere passe comme gestionnaire. Ce que j'aime à ces messieurs, il laisse quand même des traces. Dans la gestion, il paye bien les agents. Il traite bien les agents, la considération. Un monsieur humble, si vous avez un problème, vous allez l'approcher facilement. Bon, il y a les procès 100 jours aussi, hein, on ne va pas exagérer. Non, bien, il y a quand même aussi les procès 100 jours, j'ai eu toujours des arguments pour Kamere. Vous savez, Kamere ne pouvait pas prendre des décisions seul. Hein. Il y avait tout un collectif dans ces procès-là, des gens qui prenaient des décisions. Et Fiston Kazadi, si Kamere a été applaudi à l'extérieur de la salle de plénière, à l'intérieur, lorsqu'on a cité son nom, il a été hué par les députés. Certains députés, un groupe de députés de l'Union sacrée. Exactement, nous avons vécu ça. Bon, les gens, vous savez, les nouveaux venus ne peuvent pas se comporter des sortes. Moi, j'étais un peu déçu. Non, mais ça doit être en cause de... Voilà, je reviens. C'est par rapport à sa nouvelle plateforme créée au sein
au sein de l'Union sacrée de la nation. Ça a dérangé. Ça a dérangé certains. Ceux qui ne comprennent pas encore la politique. Qui ont hué, ça, c'est mon point de vue. Hué carrément sur Caméré, et les autres commençaient même à dire Bima, Bima, ça veut dire sortez, sortez. Les gens qui ne, moi, je dis ce sont des gens qui ne maîtrisent pas la politique. Et à la fin de la cérémonie, Vital Caméré a quand même pu glisser un mot sur ce que les gens ne comprennent pas. Voilà, les leaders de PCR, après avoir pris part à l'ouverture de la session extraordinaire, Vital Caméré a accordé une interview à la presse qui déclare, je cite, « Le poste de président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre dépend de la discrétion du pouvoir du président de la République à lui seul et je ne suis candidat à rien à Mendimouani. » C'est ça qu'il a donc déclaré. Il a éclairé quand même l'opinion. Hein. Vital Caméré n'est pas prénable par rapport à tous ces postes. Mais si le président lui-même lui fait confiance par son pouvoir discrétion, comme on dit, amen, là, Vital peut servir quand même. Mais... Suite de l'actualité avec vous, Fiston Kazadi. Exactement. Les relations vont bon train entre Luanda et Kinshasa. Confirmation de l'envoyé spécial du président de l'Angola, Lorenzo. Il affirme avoir transmis le message du président angolais auprès de son homologue Félix Tshisekedi. Un message qui restait codé. Il n'a pas voulu dire ça à la presse à Mendimouani. Oui, on peut suivre exactement la réaction du porte-parole du président Lorenzo d'Angola qui a été reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Je suis venu transmettre un message oral de son frère, le président João-Manuel Gonçalves Lourenço. Et je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse. Mais vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa est un pont très fluide. Donc, à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. Le Congo vient d'avoir, la République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son Excellence, sur le président Félix Antoine Tshisekedi a gagné. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo pour le bien-être du Congo et sans doute que vous comprenez que pour un pays voisin comme l'Angola, est très attaché à ce pays qui est la République démocratique du Congo, son bien-être est aussi le nôtre. C'est dans ce sens-là que nous profitons de toutes bonnes relations que nous avons pour pouvoir donner encore beaucoup plus de contenu à cette relation, un contenu qui, n'est-ce pas, va dans l'intérêt de nos gouvernements et surtout de nos peuples. Le premier mot que nous avons prononcé, c'est non seulement de transmettre les salutations du président Lorenzo à son frère, mais aussi ses félicitations pour la qualification de la RDC et vous dire qu'il y a aussi eu fête hier à Luanda. Bon, nous ne savons pas quelles ont été les victimes de crises cardiaques devant le pénalty, mais nous savons que la vie de Luanda hier était en fête parce que la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Et nous souhaitons bonne chance à cette équipe qui est excellente et tout en souhaitant bonne chance aussi à l'équipe de l'Angola que je suis sûr que la République démocratique du Congo aussi supporte. Restons toujours à la présidence de la République où il y a eu une autre audience, Fiston Kazadi. Oui, le chef de l'État Félix Tshisekedi a accordé une audience à Fifi Masuka, gouverneur de la province de Lualaba, pour faire rapport de l'évolution de tous les chantiers de sa province. Fifi Masuka s'est dit disposé et déterminé pour servir la population dans son entière pour le deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Ahmed Dimouane, cette dame, elle est toujours présente dans ces actions. Fifi Masuka est gouverneur de la province de Lualaba, une province éminemment minière. Et nous allons suivre ce qu'elle a déclaré à l'issue de cette audience avec le chef de l'État. Tous les signaux sont au vert sur la gestion de la province du Lualaba. Pour sa première audience de l'année auprès du chef de l'État, Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province minière, a dressé à l'attention du garant de la nation un état des lieux global de la situation de son entité. Donc du côté de la police ainsi que du côté de l'armée,
nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est la ville de Kolwezi spécialement. Et nous le savons tous, c'est le poumon de la République. Donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de 3 regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. Les ressources humaines, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en aura bien besoin pour son second mandat. La gouverneure, elle, se dit toujours disposée à servir pour le bien du peuple. Je suis plus que disposée de continuer avec le mandat, le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qu'il veut de ce mandat, un mandat qui relève le social de la population de la RDC. Il veut de ces mandats que ce soit un mandat de développement. Donc c'est avec une grande satisfaction de toutes les instructions qu'il a pu nous donner pour que nous puissions continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État dans les développements et à donner du sourire ainsi que relever les niveaux de vie sociale de la population de la RDC et celle en particulier de la province du Lualaba. Voilà, c'était là la gouverneure Fifi Masuka. Nous avons parlé de Vital Kamerhe tantôt avec le pacte, le PCR. Revenons sur ce qu'a déclaré Julien Paluku, qui est lui aussi membre de cette plateforme. Oui, Amen Dimoni, dans une interview accordée à la presse, Julien Paluku, ministre sortant, mais aussi cadre de l'Union sacrée et l'un des initiateurs de la plateforme PCR est revenu sur le processus d'identification de la majorité parlementaire dans une interview. Parce que nous le savons, nous sommes en train d'attendre la désignation, la nomination de l'informateur. C'est quelque chose qui est attendu. Ce qui devra donner suite à la mise en place d'un gouvernement dans le prochain jour. Suivant Julien Paluku sur l'identification de la majorité. La majorité est déjà là. Il faut seulement l'identifier. J'ai dit il y a 3 manières d'identifier une majorité. La première manière, c'est ce que nous on fait. On s'est réunis, on s'est dit nous sommes allés à la bataille. Nous voici, vous avez combien, l'autre a combien. La deuxième manière, c'est que quand on va ouvrir l'Assemblée nationale, eh bien, chaque parti politique va devoir s'engager s'il appartient à la majorité ou à l'opposition. Et la troisième manière, s'il advient que le président de la République nomme un informateur, lui aussi va devoir identifier la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Vous êtes allé vite en besogne pour dire que vous êtes de la majorité, vous êtes proche du président, c'est le travail de l'informateur. Oui, je vous dis, il y a 3 manières. Il faut attendre. Vous êtes pressé, pourquoi? Il y a 3 manières, je les ai décrites tout à l'heure. Donc, il n'est pas interdit à un groupe de personnes de se réunir pour se réclamer, effectivement, appartenir à cette majorité lorsqu'il y a un résultat qui est venu du terrain. Parce qu'avant d'y aller, nous nous sommes prononcés très très bien. Vous savez que lorsque les gens vont aller à l'Assemblée nationale, il pourrait y avoir des gens qui vont se déclarer là-bas, ne pas appartenir à la famille de la majorité présidentielle, parce qu'on fait les choix. Et c'est ça le règlement intérieur. On fait les choix entre appartenir à la majorité ou appartenir à l'opposition. Mais nous déjà, dès le départ, avant que cette étape n'arrive, nous nous sommes réunis pour nous dire, nous sommes de la majorité présidentielle et ensuite de la majorité parlementaire à travers les élus. Et les 3 éléments que nous avons soulevés lorsque nous avons sorti notre communiqué indiquent très bien cette perception. Nous allons parler des contrats chinois, Fiston Kazadi. Non, on continue d'abord avec les collectifs. Ah, c'est vrai, on est encore en politique. On est encore en politique. Oui, on est encore en politique. Oui, les collectifs des députés nationaux et provinciaux de l'opposition, dont l'ensemble de Moïse Katumbi, LGD de Matata Pogno, en vol de Délice Sanga, félicite le président de la République pour sa réélection et salue son discours pour avoir appelé à travailler ensemble avec l'opposition. Ces derniers se disent soutenir les actions du chef de l'État, ainsi bien sa vision. Amen Dimoni. Voilà, nous allons suivre le reste dans cette déclaration. Nous, collectif de candidats députés nationaux
et provinciaux, des partis politiques de l'opposition, Ensemble pour la République, Envol et LGD, réunis ce samedi 27 janvier 2024 au centre Bondeko à Kinshasa pour faire l'évaluation du processus électoral du 20 décembre 2023. Après cette évaluation, nous, collectifs de députés nationaux et provinciaux de l'opposition, présentons nos sincères félicitations à son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour sa brillante réélection face au candidat président de la République de l'opposition, une opposition mal organisée, incapable de mobiliser les Congolais autour d'un seul candidat commun. Par la même occasion, nous saluons les discours prononcés par le chef de l'État lors de son investiture, en appelant l'opposition congolaise à travailler avec lui. Un message d'un patriote rassemblé pour le renforcement de l'unité nationale. Concernés par l'appel du chef de l'État, nous, collectifs de députés nationaux et provinciaux de l'opposition, prenons notre engagement des patriotes congolais devant Dieu et la nation congolaise à adhérer à la vision politique du chef de l'État, en lui apportant notre soutien indéfectible dans toutes ses actions ainsi que dans son combat de défendre la souveraineté nationale. Fiston Kazadi, moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre dans ces pays. Donc là, il s'agit de députés élus. Voilà, élus exactement. Mais qui viennent de Matata Pogno, Moïse Katumbi et Délice Sanga. Exactement. Et maintenant, ils rejettent leurs anciens leaders pour adhérer à la vision du chef de l'État. Bon, je ne sais pas si nous allons employer les mêmes mots à Mendimoni. Vous savez, rejeter, c'est trop fort. Moi, ça me dépasse. Moi, là où je ne suis pas d'accord avec notre classe politique, quand quelqu'un était dans un regroupement ou bien dans un parti politique, soyons vraiment calmes dans ce sujet, et qu'il est élu député ou national ou bien provincial, automatiquement, il devient quelqu'un du peuple. Non. Il doit servir. Je vais en venir par rapport à là où vous êtes. Non. Il ne cesse d'être membre de son regroupement. Le siège, il le donne au regroupement. Mais d'abord, il est élu du peuple. Oui, par rapport sur la liste d'un parti. Ça, c'est après. Non. Mais bon, ça c'est vraiment ma façon de voir les choses. Non, hein, parce que nous devons faire de ces messieurs ici des élus. Ils sont tous élus. Des gens sur qui des vont listes travailler pour la République. Oui, pour la République, mais en travaillant sous les consignes de partis auxquels ils appartiennent. Donc, ils seront dictés, selon vous, quand vous parlez des consignes, dictés par ces leaders. C'est toujours les partis qui donnent chose que nous devons commencer maintenant à changer. C'est ça la démocratie. Chose qu'on peut commencer à changer. Ils sont libres, hein, sont des députés nationaux. C'est quand même assez étonnant. C'est la politique. Moi, je suis ni contre ni pour. Mais comme ils sont des élus, ils sont là pour servir le peuple et la République. Je le disais tantôt, Fiston Kazadi, on va aller un peu en économie, on va parler de contrats chinois. Exactement, révision des contrats Chine-RDC, la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises se sont réunis pour négocier des optimisations de la contrat en collaboration après 15 ans de mise en œuvre de la dite convention de collaboration et compte tenu de l'évolution de la situation actuelle. Les deux parties se sont également convenues que la SICOMINE puisse payer 1,2% sur la base du chiffre d'affaires annuel à la partie congolaise à titre de royalty. Les deux pays vont gérer en outre de manière conjointe la centrale de Boussanga, dont 60% des parts pour la partie chinoise et 40% pour la République démocratique du Congo. Il faut noter à Mendimoni que la GECAMINE sera chargée de commercialiser chargée de 32% de la production annuelle des SICOMINE.
Voilà, et le porte-parole du chef du gouvernement, je vais dire le ministre sortant, Patrick Mouyaya, était en conférence de presse, en briefing, comme on l'a dit, et avec lui, on prit part à ces briefings, le Dirkaba du chef de l'État, M. Ouamesso, le ministre des Infrastructures, Guy Saro, ainsi que Jules Alinguete de l'IGF, pour éclairer la lanterne de l'opinion par rapport à la révision de ce contrat. Nous allons suivre les détails dans ces réactions que nous allons vous proposer. Nous avons fait les parcours d'un contrat qui a commencé en 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, 15 ans plus tard, ou 2024, 15-16 ans plus tard. Les dividendes attendus ne sont pas arrivés, mais que grâce justement à la vision du président de la République, aujourd'hui, nous arrivons à engranger ces bénéfices. Je rappelle que nous avions d'ailleurs, avec vous, fait partie du voyage du président de la République en Chine, où il avait été décidé de porter la relation à un niveau stratégique. Et il avait aussi été convenu à ce niveau-là que tout différend ou litige qui opposerait à quelque niveau que ce soit une entreprise chinoise et une entreprise congolaise et où le gouvernement congolais devrait se faire en amiable, etc. Et ce que vous avez fait est aussi un exemple qui nous permettra non seulement d'avoir des infrastructures, mais on a dit ici, les routes permettent le développement des autres secteurs. Nous avons mis en place un système où le contrat va être évalué de manière annuelle. Et tant que ce qui a été convenu avec cet avenant continue à produire ses effets à la satisfaction de la partie congolaise en tout cas, ou bien des deux parties, nous continuons jusqu'à ce que nous aurons atteint les 7 milliards, c'est-à-dire tel que c'est prévu, c'est pour 2040. Et avant ça, nous avons parlé du remboursement des emprunts. Une fois que les emprunts sont remboursés, on pourra encore s'asseoir. Dans la reconstruction, on place toujours les infrastructures routières en position disons en position prioritaire, parce que les routes ont des effets induits sur l'ensemble des activités du pays. Donc voilà ce que je pourrais dire sur le gain véritablement de ces projets d'infrastructure. Et vous savez, la répartition, 68% d'actions pour la partie chinoise, 32% pour la GECAMIN, était également dictée par le fait que la partie chinoise devait aller chercher des emprunts pour faire fonctionner et les projets miniers, dont la SICOMIN, et les infrastructures. Comme on a interdit à la SICOMIN de contracter de nouveaux emprunts, les emprunts existants des arriérés, évalués autour de 1,8 milliard, vont être complètement apurés en 2028. Donc, quand ces emprunts seront apurés en 2028, il sera question que les deux parties puissent s'asseoir pour maintenant rediscuter sur la répartition 68-32 qui était dictée par la garantie donnée par la partie chinoise à l'emprunt qu'on a amené dans les projets. Retour sur ce plateau, toujours avec Fiston Kazadi, on parle d'un militaire qui s'était donné en spectacle et ça a très mal fini pour lui. Très mal fini, amène l'élément de la police militaire, PEM, Kwada Emmanuel vient d'être condamné à 10 ans de servitude pénale pour menace contre un agent de la police routière et dissipation de munitions de guerre ainsi que la violation des consignes. Le verdict du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngalema est tombé ce week-end 27 janvier, siégeant en flagrance à Mendimoni. En dehors de nos frontières, Fiston Kazadi. Exactement, 3 pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en sigle, viennent de quitter officiellement cette structure sous-régionale. Pour les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la CEDEAO s'est écartée de ses objectifs. Nous allons suivre le détail dans ce reportage. Dès dimanche, des Nigériens se sont retrouvés dans les rues de Niamey. Il s'agissait de célébrer l'annonce de la sortie du pays de la CEDEAO en même temps que le Burkina Faso et le Mali.
Nous sommes là parce que c'est une demande des peuples des États du Sahel pour sanctionner la CEDEAO qui à l'origine était partie pour être une CEDEAO des peuples, mais qui s'est avérée être un instrument au service de l'impérialisme français. Cette rupture était presque attendue, mais cette communauté ouest-africaine est aussi largement économique. Une de ses missions principales est de faciliter le commerce et les circulations. Pour Oloda, au Burkina Faso, le premier risque est de voir une augmentation des prix liée à l'augmentation des droits de douane. Il y a tout ce qui est barrière aux transactions commerciales, la circulation des biens et des personnes et même des capitaux, tout cela c'était libre. Donc si nous quittons cette zone, du coup, nous perdons cet avantage. Selon les statuts de la CEDEAO, il faut 1 an entre l'annonce d'un départ et la sortie réelle de l'Union. 1 an donc pour organiser les futures relations entre pays voisins. Pour l'économiste Amadou Bamba au Mali, il ne faut donc pas avoir d'inquiétude a priori. Ça frappe eux le Mali, ça frappe eux. Donc on sera obligé, comme tout État souverain, de négocier pour que chaque État puisse gagner. Et c'est ça la réalité du monde. Nous, on va perdre de ce côté. Mais d'un côté encore, on va chercher d'autres partenaires. Et ça, c'est des éléments, des conséquences à étudier. Tous ceux qui pensent aujourd'hui se prononcer pour faire sortir les conséquences réelles de ces sorties, c'est pas vrai, c'est pas possible. D'autant que jusqu'à nouvel ordre, Mali, Burkina Faso et Niger font toujours partie des 8 pays constituant l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 8 États qui ont en partage l'usage du franc CFA, une monnaie qui relie encore les sortants avec leurs voisins et partenaires ouest-africains. C'était là l'information du continent. Fisson Kazadi, nous avons clôturé avec vous l'actualité, mais nous vous gardons encore sur ces plateaux. Merci. Et ensemble, nous allons découvrir la rubrique qui suit. Avec nous sur ces plateaux, Dieu merci mon coco. Dieu merci mon coco, bienvenue. Merci, amen. L'actualité, Dieu merci mon coco, c'est cette première plénière pour nos nouveaux élus. Et dans l'ordre du jour de cette plénière, il y avait validation des mandats. Qu'est-ce que cela voulait dire? Effectivement, Amen Dimani, comme vous venez de le dire, c'est l'objectif ultime de cette plénière qui intervient en session extraordinaire. Aujourd'hui, les bureaux provisoires qui devaient se constituer et constituer, l'acte est fait. Et l'émission ou les tâches qui est réservée à ces bureaux provisoires est de valider les mandats de tous ces heureux députés. Et quand on parle de cette validation, cela veut dire en mots simples l'identification des dossiers de chaque membre ou député, membre du Parlement qui interviendra en cette 4e législature, et par la suite viendra le travail de fond de chaque commission. Maître Dieu merci mon coco, c'est vrai que la validation des mandats a été faite, mais que dire quand on sait que la Cour constitutionnelle n'a pas encore dit son dernier mot? Il faut arriver à faire ces distinguos, Amen Dimani, quand on dit résultat provisoire et résultat définitif. Résultat définitif, cela veut dire simplement que c'est un examen que la Cour constitutionnelle a évidemment mené au fond par rapport aux résultats. Et là, il faut souligner qu'il s'agit de la conformité des résultats par rapport à ce que l'organe habilité, la CENI, a dû transmettre au cours de ou au niveau de cette instance-là. Aujourd'hui, il faut dire par rapport à la vie de la nation et à au fonctionnement, plutôt, allais-je dire, de ces parlements, que les bureaux provisoires a commencé un travail qui doit effectivement être effectué après un délai constitutionnel, parce que 15 jours après la publication de résultats, le Parlement doit fonctionner. La Cour aura le temps qu'il faut, les irrégularités seront peut-être mises en exergue par rapport à certains dossiers, la non-conformité des résultats sera mise en exergue par rapport à chaque cas de député, mais il faut dire qu'après l'examen de la Cour constitutionnelle, certains ne resteront pas
dans ce Parlement, évidemment pour les dossiers qui seront réglo et les résultats qui feront face ou qui seront en règle, ces députés-là doivent continuer leur mandat et faire jouir plutôt les Congolais de leur vouloir au niveau de cette instance. Fiston Kazadi, on le sait, on a vécu par expérience ici certains députés spécialisés, certains candidats députés spécialisés en... C'était devenu un peu comme quelque chose qui était leur don. Seulement la Cour constitutionnelle. Jamais ils n'ont été élus ou proclamés au premier tour, mais ça a toujours été des repêchés de la Cour constitutionnelle. Bon, moi, je pense que on doit bannir de tels comportements. C'est bien bon si vous avez votre droit de saisir la Cour constitutionnelle. C'est bien bon si vous avez aussi des preuves. Mais il ne faut pas aller à la Cour constitutionnelle comme c'est qu'on avait vécu à l'époque, des gens qui étaient allés dormir devant la Cour. Mais pour réclamer leur droit. C'était une humiliation. Non, pour réclamer leur droit. Vous savez, quand vous devenez député, ou bien vous avez une ambition de devenir député, ce sont des hommes d'État. Vous et moi, nous connaissons comment on voyait les... Mais ça les a payés de passer nuit. Mais c'était une erreur. Ils se brossaient les dents. C'était une erreur grave. Excusez, maître Dieu merci. C'est là où moi aussi, j'en appelle au président de la Cour constitutionnelle actuelle, un monsieur, je dirais, rempli de rigueur. Il ne peut pas tolérer de telles bêtises cette fois-ci. Celui qui était là bien avant, je n'ai pas dit qu'il n'avait pas la rigueur, mais je crois que celui d'aujourd'hui, il ne peut pas accepter. Et nous allons même demander à la police de mettre même 200 ou 300 policiers devant la Cour constitutionnelle pour ne pas vivre une telle humiliation que nous avons vécue à l'époque. Et parmi ces gens, il y avait aussi un journaliste. Bon. Non, je n'ai jamais été pour des gens qui saluent l'image de mon pays, Amen Dimouani. Notons dans cette réalité, Amen Dimouani, comme on dit toujours, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Et vous savez que la CNI, à qui nous faisons énormément confiance, toute la population congolaise s'est alignée derrière cet organe pour voir le déroulement de ces scrutins s'est passé dans de très bonnes manières. Aujourd'hui, nous avons un résultat quand même. S'il faut dire 500 députés ou moins de 500 députés, c'est une œuvre qui a été accomplie. Mais si vous prenez par exemple le cas aujourd'hui de Gentili Ngobila, qui à un moment a été suspendu, et de l'autre côté, nous avons eu le son de cloche pour dire que Gentili Ngobila a été réhabilité, quoique il y a dans une autre fenêtre cette considération de poursuite que le PG au niveau de la cassation a déjà mis en place. Mais nous pouvons toujours revenir sur ce cas. Demain ou après-demain, nous pouvons aussi voir Gentili Ngobila siéger au niveau de l'Assemblée provinciale comme les autres députés. D'où, dans ces cas-là, si il arrivait que la Cour d'appel ou les tribunaux des grandes instances puissent venir revoir tous les recours qu'il va formuler tous ces candidats, qu'est-ce que nous dirons? La Cour constitutionnelle n'est qu'une organe qui aujourd'hui va siéger pour la conformité, comme je le dis, et s'il y a réellement un examen ou des approches pour revenir vers la CENI pour dire qu'il n'y a pas conformité, je ne vois pas où les mal va blesser dans ces cas-là, parce que le recours est un droit non seulement électoral, mais un droit constitutionnel. Mais qui nous amène de preuves, maître Dieu. Nous avons parlé justement de cette plénière, la première de la validation de pouvoir des députés. Ces députés et leur bureau d'âge installé auront comme, entre autres missions, la rédaction du règlement d'ordre intérieur qui devra se faire par une commission spéciale qui sera mise en place, l'élection du bureau définitif aussi, ainsi que l'identification de la majorité. C'est un peu ça le programme de cette session extraordinaire. Effectivement, c'est pourquoi ces bureaux doivent aussi déterminer combien de temps il prendra dans la réalité pour que tout cela soit fait dans le temps et dans le nombre. Évidemment, vous savez que lorsque ces bureaux se constituent, par exemple, lorsque nous avons vu dans l'ancien temps venir les présidents Mosso, il y avait des couacs par rapport au bureau de Janine Mabunda qui sortait. Il fallait voir tous ces cas, les indemnisations et tout ça. Croyons que cette fois-ci, il n'y aura pas de couacs, il n'y aura pas de nouveaux sujets, ou il n'y aura pas autour de tout ça, toutes ces difficultés-là. Il faut toujours noter que chaque bureau, lorsqu'il s'installe, il y a toujours des difficultés. Et donc, nous devons mettre beaucoup de patience pour attendre le vrai résultat de ces bureaux provisoires. Messieurs et dames, vous suivez le 7-9, c'était là le 7-9 à sa première partie, votre tranche d'information sur Héros Télévision. Place à présent au sport et nous avons
dans notre équipe ici, dépêché en Côte d'Ivoire, notre Christopher Chitamba, qui est là et qui va nous fournir, qui va revenir sur ce qu'a été l'ambiance l'ambiance à Abidjan, en tout cas, si ce n'est pas... C'est une ville là qui s'appelle San Pedro, je crois, à San Pedro, l'ambiance qui a prévalu après la victoire des non-léopards. Place tout de suite au sport. Venu de loin, ça on peut dire, des léopards de la République démocratique du Congo. Il a fallu aux supporters garder leur souffle jusqu'au bout du bout, ce qui explique ces explosions de joie après ce 8e de finale palpitant face au pharaon d'Égypte. Lionel Mpassi libère toute une nation lors du 8e tir au but et envoie la République démocratique du Congo en quart de finale. Pourtant, rien ne laissait présager ce scénario face à une équipe qui a tout fait pour en arriver à cette séance de tir au but. Le stress dans les gradins et gagne de plus en plus les fans. C'est alors que le groupe d'animation entend un chant de supplication à Dieu que reprennent allègrement ces derniers. L'heure est à la fête pour certains, et d'autres font déjà un clin d'œil à la Guinée, futur adversaire des léopards. Ce soir, on célèbre un but de passage pour les quarts de finale. Mais ce soir, on célèbre d'abord RDC et le Pamakas. Donc, on était là, on a tenu jusqu'au bout, on a la victoire, et comme d'habitude, ils ont eu leur chicote. Ce qui est sûr, ils vont sauver la mer Rouge. Tu vois comment on les avait engloutis. Putain d'Israël, ils sont pas engloutis. C'est qui gagne. On est encore là. On est encore là. Finalement, c'était pas facile ce soir. Je n'ai pas suivi la séance de tir au but, je ne vais pas te mentir. Mais on est encore là. Il faut beaucoup pour nous battre. On est encore là. Alors qu'est-ce que tu penses du match lui-même, à part la séance que vous n'avez pas suivie? Le match, comment il était? On a mérité la victoire. À part les 90 minutes, on a mérité la victoire. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas la chance pour le but, mais ça finira par arriver. Les Guinéens, on arrive. On se voit à Abidjan. Kabou, Koloma Kabou, Kolonemo, Kolometo, Fatimeto, Kabou, Motola Gagné. Toujours au rendez-vous, le 12e homme congolais a su pousser à l'exploit les fauves et ensemble ils continuent l'aventure dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tient en Côte d'Ivoire. Héros Télévision. La télévision, c'est tout un défi, tout un challenge. Mesdames et messieurs, vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes en train de suivre le 7-9, cette tranche d'information que vous propose Héros Télévision. Et à la seconde de cette émission, nous avons un invité pour vous. Nous recevons sur ces plateaux Patrick Eyalé. Patrick Eyalé Mbote, bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonjour, bonsoir Mbote, cher ami. Analyste politique, éditorialiste, candidat malheureux. Candidat malheureux ou candidat non élu? Bon, c'est selon. J'étais candidat dans la circonscription de ma commune Bondalongwa
pour le compte de notre regroupement, cher à l'honorable, à l'excellence et désormais honorable Didier Bodimbo, que je salue respectueusement et chaleureusement. Oui, les résultats ont été donnés. Nous n'avons pas atteint, nous n'aurons pas atteint le seuil. Ok, c'est donc ça. Hein? C'est donc cela. Notre regroupement, je pense que de bon droit, on va ester, parce que nous contestons cela. Nous estimons que nous avons atteint le seuil. Cette étape, je dirais une fois cette étape franchie, j'en saurai, ou nous en saurons un peu plus sur ce qu'ont été nos résultats de manière détaillée. Parce que au lendemain des élections, il nous était difficile de recueillir tous les 239 PV de bureaux qu'il y avait à Bandalongwa. Je ne dispose que d'une trentaine de PV. Si je peux me projeter sur ces trentaines de PV, je suis dans ces différents PV classé parmi les 4-5 premiers des 103 challengers pour le seul siège qu'il y avait à Bandal. Voilà 103 challengers donc pour cet SA Bandalongwa dans les provinciales qui viennent de s'y dérouler. C'est Patrick Mouyaya qui finalement qui est sorti double brassard comme on dit à Kinshasa, et national et provincial. Et des grincements des dents à Bandal quand même, on a vu de foule, on a vu de troubles, on a vu... quelle lecture ou comment avez-vous perçu tous ces mouvements-là venant de fanatiques ou des partisans d'un des candidats, pour ne pas les citer, les Vimpai? Bon, en républicain, j'avais pris naturellement connaissance et acte des résultats consacrant M. Mouyaya comme élu de la circonscription de Bandalongwa. Comme je vous l'ai dit, j'attends connaître les résultats détaillés me concernant. Mais il se fait que le lendemain, nous avons assisté à, je dirais, à du banditisme. Du banditisme. D'abord, permettez-moi de revenir un peu en arrière pour dire déjà que pendant la campagne, nous avons assisté aussi à ces scènes récurrentes de banditisme. Vous insistez sur le mot, hein, banditisme, banditisme. Mais parce qu'il n'y a pas d'autre qualificatif que je peux donner aux scènes récurrentes qui ont émaillé la campagne de Bandalongwa. J'ai été, je dirais, ahuri parce que c'est des comportements que je ne reconnais pas pour cette commune. Mais c'est des comportements, hélas, qui semblent prendre corps. C'est des comportements dont certains semblent, je dirais, s'en réjouir même. Alors que, si on y prend garde, les gens de ces communes que je vais indexer, qu'ils m'excusent, je ne veux pas qu'on ait la réputation des coins chauds comme Matete, comme Mombele, de coins réputés pour ce genre de violence. C'est pas ça Bandal. Non, c'est pas ça Bandal. Bandal, c'est réputé être l'antre des gentlemen, l'antre des gens de l'élégance, l'antre des gens du bon vivre, du savoir-vivre. Autre temps, autre mœurs peut-être. Hein? Non, nous ne pouvons pas céder à cela. Nous ne pouvons pas céder à cela. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a conduit à me présenter pour tenter d'imposer, pour être une espèce de garant de la continuité de ce que je viens de citer. Moi, ça me froisse de voir piluler des personnes au profil, je dirais, colonisé, qui rançonnent les gens de façon, je dirais, abrupte. Non, ce n'est pas ça Bandal. Voilà pourquoi, après avoir pris connaissance et acte des résultats, j'ai pris soin de condamner cela. Parce que les gens ne se trompent pas.
on peut tous jouer à ces jeux. Il ne faut pas beaucoup d'argent pour manipuler quelques coups d'âme, quelques tartempions, si vous me permettez l'expression, pour mettre ces gens à la place publique et s'aimer le désordre. Mais on ne peut pas, parce qu'on a quelques conditions, se prêter à ces genres de jeux. Non. D'abord, parce que nous sommes appelés à être des modèles. Nous sommes par essence des leaders. Je prenais soin, à chaque fois que j'avais une descente, de dire aux gens qui m'accompagnaient, awa tozo kende, ko tumbola moto te, ko boakela moto libanga te, toke ko sala, ko teka image na biso. Pas de colibé, pas de, je dirais, des actes susceptibles de froisser. Pourquoi? Parce qu'après les élections, la vie continue, les relations demeurent. Moi, les gens, certaines personnes m'ont reproché d'avoir, je dirais, félicité le gagnant. Je dis, mais vous n'allez pas m'enlever le bon sens, vous n'allez pas m'enlever, je dirais, les valeurs que mes parents m'ont transmises. Mais si on compétit à une élection, toi et moi, alors que nous sommes amis, il faudrait-il qu'au cours de cette campagne, que je sois, je dirais, indécent, que je sois que juste d'imbécilité, et qu'après les élections, ne me sentant pas, je dirais, fort aise avec les résultats, que j'en vienne en main avec toi, oublions les liens d'amitié que nous avons, oublions les liens de respect. Je ne m'inscris pas dans ce genre de schéma propre aux gens qu'on a invités comme par hasard dans la scène politique. Des gens qui se retrouvent là par je dirais, le plus grand du hasard. Le hasard n'existe peut-être pas, Patrick et Alé. Chacun a son destin. Espérons que tout ira bien pour Bondal. Non. Pourquoi je dis par le... Quand on a cette fibre-là, quand on a ça dans l'âme, on sait se tenir. Et on sait tenir les gens. Par le hasard de circonstances. Très bien dit. On se retrouve là, on ne sait pas comment ce monde fonctionne. Ce monde a des codes. Ce monde a des principes qu'il faut respecter. Nous ne sommes pas dans le monde de la musique, où ce genre de choses, dans le temps des Wenge, étaient permis, dans le temps des rivalités. Non, nous ne sommes pas dans ce monde-là. Nous sommes en politique. Ce temps-là est révolu. Ce temps-là est révolu. En politique, il y a des codes. L'élégance. Une certaine manière de faire les choses. Il y a un mode d'emploi. Que les jeunes qui viennent dans la politique se renseignent. Il y a un mode d'emploi. Que les jeunes donc, qui viennent en politique lisent la posologie. Exactement. Le mode d'emploi à user en politique. De manière générale, nous allons rentrer juste comme ça en passant. S'il faut reparler de ces élections, ce qu'elles ont été, vous dites quoi? Parce qu'il y a encore des contentieux, hein, nous en sommes encore, tout n'est pas encore fini. J'aimerais ici faire la part des choses. Et j'aimerais établir les responsabilités des uns et des autres. D'abord, je vais commencer par établir notre responsabilité, nous compétiteurs. Et je dirais, au-delà des observateurs, de ceux qui ont accompagné les compétiteurs. Je veux te donner un exemple. Nous sommes le jour du match de la RDC. Les jeunes du quartier viennent me voir. Ah, viens, tous ont cotisé, tous sont bas des stages. Oh, je dis, mais le jour, il y a un courant. Tu es sauté, c'était bon, tu as je dis, moi, je suis du genre, je suis casanier. J'aime rester à la maison. Ça m'a... Je dis, mais comment, alors que nous avons droit à ce courant? Il n'y a pas un programme de délestage. Mais un agent de la SNEL se donne le luxe de menacer de couper l'électricité, sachant l'attente des gens pour suivre le match. Vous pensez que cet agent de la SNEL, ce qu'il fait, il a reçu des ordres du DG de la SNEL? Est-ce que le DG de la SNEL, assis dans son bureau, sait qu'il y a un agent véreux? Merci de me prêter le qualificatif idoine.
se prêterait à ces genres de malfaisance qui nuit non seulement à la SNEL, mais à l'image même de ce DG. Parce que dans les réseaux sociaux, c'est au DG qu'on s'en prend. C'est à la SNEL qu'on s'en prend. Alors que ce forfait, c'est le chef d'un individu véreux. C'est cela dont on a été victime. Des agents de la CENI qui se sont prêtés à de la corruption, qui ont, je dirais... Ça, c'est quand même une première, c'est une condamnation que beaucoup ne font pas. Apparemment, la CENI sort de cette affaire super blanchie. Non, je dis, je vais établir les responsabilités. J'en viens. Dans ce premier palier de responsabilité, il y a les agents de la CENI, de manière, je dirais, délibérée, qui ont traficoté les élections. Dites-nous, on vous a appelé, c'est arrivé qu'un agent de la CENI vous appelle pour vous dire... 2 jours avant, 3 jours avant les élections, un agent se présente devant moi comme étant un agent de la CENI. Je suis chez ma belle famille, là où j'avais mis le siège de mon QG. Il dit, je peux vous aider à avoir des voix. J'ai dit, en quoi faisant? Il dit, non, je suis informaticien, je ne peux pas vous donner les détails. J'ai dit, je vous aime bien, je vous suis à la télé. D'ailleurs, je voterai pour vous. Mais les élections ne se gagnent pas à la tchatch. Tu vois tel, je ne vais pas citer son nom, tu l'entends parler? Non. Ça m'a fait réfléchir. J'ai dit à Bienvenue Chimanga, mon assistant que je salue. Je remercie d'ailleurs pour tout le travail abattu. Prends son numéro. Bienvenue prendra son numéro. Après, je libère le gars. Et les gens avec qui j'étais, l'équipe de campagne, ils ont commencé à me pousser à, je dirais, à entrer dans ce chemin-là. C'est parce que ce n'était pas la première proposition. J'en ai eu d'autres par téléphone. Quelqu'un dont je veux te présenter, le chef de centre de telle école. C'est quelqu'un que je connais. Avec autant d'argent, il peut faciliter ceci. C'est-à-dire que c'était ce genre de propositions indécentes. Mais des propositions qui te font réfléchir. Et tu sens tes collaborateurs te presser. D'entrer dans ça. D'entrer dans ce jeu. On a fait une belle campagne, on a fait du porte-à-porte, on a fait du descente. Des descentes, excusez-moi, mais on ne doit pas négliger ce schéma parce que si toi tu ne le fais pas, les autres le feront. J'ai tourné ça dans ma tête. J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne veux pas prendre ce chemin-là. Donc, à ce stade ici, il y a la responsabilité, je dirais, des compétiteurs, des gens qui nous accompagnent, qui n'a rien à voir avec l'organisation de la CENI. Donc nous avons des compétiteurs tricheurs, en amont, qui ont approché certains agents de la CENI, les chefs de centre, pour asseoir une tricherie. Une certaine immoralité déjà. De l'incivisme à un niveau, je dirais, qui ressemble à de la mafia. Mais banalisé. Banalisé et accepté. Rendu normal. Rendu normal. Où vous avez des challengers qui ont 700 témoins. Et ces témoins entrent dans un bureau, ils votent son candidat 20 fois, 30 fois. Sous l'œil complice du policier commis à la sécurité. C'est-à-dire, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Cette responsabilité n'incombe pas à la CENI. Cette responsabilité, on doit se regarder dans les yeux. Et même certaines personnes qui ont usé des tricheries, n'ayant pas réussi, se plaignent de ceux qui ont triché.
Alors que la voie qu'eux, ils ont empruntée, voyez-vous la bouillabaisse dans laquelle on se trouve. Je ne pense pas que dans certains pays, je n'aimerais pas ici citer ces pays, vous avez un candidat qui va aller dans une telle élection, au lieu de préparer l'élection, il va s'entendre avec des agents pour faciliter en termes de tricherie son élection. Si l'on suit un peu, si l'on suit ce qui s'est passé dans ces scrutins-ci, pour ces scrutins-ci, avec Internet, aujourd'hui l'on sait voir certaines choses que nous ne voyions peut-être pas hier. À se poser cette question, si toutes ces élections que nous avons connues ont connu aussi ce même problème, si ce n'était pas pareil. Vous avez donné, la réponse se trouve dans la question. Je vais sortir un peu du débat pour illustrer ce que vous avez dit. La plupart des choses qui se font aujourd'hui, non, j'ai un exemple plus patent. C'est un exemple d'un film qui me revient à l'esprit. On montre à la télé, c'est un film américain, le titre m'échappe, des policiers blancs en train d'agresser un citoyen afro-américain. Quelqu'un filme cela passe à la télé. Ceux qui suivaient étaient outrés, effarouchés. Et il y a un noir américain qui s'exprime, qui dit « Mais ce que vous voyez là, c'est ce que nous vivons, nous subissons depuis. À la seule différence, aujourd'hui, il y a la possibilité de filmer cela. Mais ce n'est pas un fait nouveau. Le seul fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on peut filmer cela. Les tares que nous dénonçons, ce ne sont pas les tares nés du quinquennat de Tshisekedi. C'est des tares qui existaient déjà. La corruption, l'incivisme, l'immoralité n'a fait que se révéler au grand jour à la faveur des réseaux sociaux. Évidemment, parce qu'on n'a pas coupé Internet aussi pour cette fois-ci, voilà. Contrairement à d'habitude. Voilà. Donc, la première responsabilité, c'est ce chantier-là que Kabila a échoué. C'est ce chantier-là que Tshisekedi a négligé et a aussi échoué. On m'excusera, le président Kabila et le président Tshisekedi. C'est le chantier du changement de la mentalité. C'est le plus grand chantier. Et fort malheureusement, on est en train de passer à côté. Tant qu'on ne prendra pas à bras le corps ce chantier qui gangrène toute notre société, où vous avez des corps qui devraient prêcher par l'excellence, comme les pasteurs, les prêtres, les magistrats, les professeurs d'université. Quand l'immoralité, la perversité, la corruptibilité entrent dans ces corps qui devaient être modèles, mais qu'adviendra-t-il des autres ponts de la société? Le président Kabila se plaignait à l'époque. Permettez-moi, je veux me perdre. Je parlais là de la plus grande responsabilité. Mais la CENI n'est pas dédouanée. La CENI n'est pas dédouanée. Parce que j'estime que même si certains faits sont les faits, vous me permettrez la tautologie, des agents véreux de leur propre chef, mais je pense qu'en amont, la CENI n'a pas mis suffisamment, je dirais, des digues pour empêcher ce genre de forfait. Parce que ces forfaits étaient, je dirais, connus, étaient prévisibles. Je dirais, la CENI a quelque part a eu une permissivité à cela. Elle a sanctionné tout de même, hein?
au lieu de sanctionner, la CENI aurait dû se donner les moyens de mettre des digues. Parce que vous me dites que la CENI a sanctionné. Je veux bien, on l'a vu. Mais est-ce que la CENI a sanctionné de manière, je dirais, avec équité? Question mark. C'est ça la grande question. Est-ce que ceux-là qui ont été, je dirais, pointés, indexés, sont-ils les seuls à avoir bidouillé les résultats? Mais reconnaissons à la CENI ce premier sursaut dont acte, mais je pense que la permissivité au fait de ne pas mettre le digue pour tenter, je dirais, d'empêcher les forfaits des agents véreux, car on sait tous que c'est dans notre ADN. Cette espèce de tricherie, d'effronterie, c'est dans notre ADN. Je voulais dire tantôt qu'à son époque, le président Kabila se plaignait de ne pas avoir pu changer l'homme congolais. Le président Tshisekedi, dans son premier mandat, a même créé toute une structure, je crois, chargée de bonne mentalité, quelque chose comme ça. Je ne sais pas pour ce quinquennat ce qui sera fait, mais c'est comme si le mal de l'homme congolais est profond. C'est comme si, que devons-nous attendre, que l'on refasse le Congolais ou qu'on attende le Congolais d'après 20 ans, 30 ans, ce qu'il sera? Et là, cette structure voulue par le président Tshisekedi, c'est elle-même prise la main dans le pot de confiture. Comble de l'ironie. Il est malheureusement, je dirais, constaté que de plus en plus, nous sombrons. De plus en plus, dans ce domaine-ci, nous sombrons. Que faut-il donc pour remédier à cela? Une prise de conscience, un électrochoc. La personne... Il y a des gens qui parlent du fouet. Bah, le retour du fouet. Vous m'enlevez les mots de ma bouche. Mais je vais quand même continuer. La personne qui avait pris cet élan, qui avait trouvé, je dirais, des solutions à même de redresser la pente, c'était le président Laurent Désiré Kabila, avec notamment le fouet. On a senti le Congolais changer un petit peu. Vous savez ce phénomène-là qu'on a oublié aujourd'hui de deux personnes qui se mettaient devant dans le taxi. Qui se croisaient les jambes. Qui se croisaient les jambes dans les... N'eût été le fouet. Et c'est parti, hein? Ce n'est plus jamais revenu. Est-ce qu'on doit encore rentrer au fouet? En ces siècles où nous sommes. Les autres sont en pleine technologie et nous, retourner au fouet. Le fouet serait peut-être, je dirais, anachronique, mais il faut trouver une forme de sanction qui fasse peur. Si on nous sent, regardez-moi, on va s'écarter peut-être un peu du débat, mais c'est le même débat. Les insanités qui pullulent, n'a pas réseaux sociaux, n'a pas TikTok, n'a pas. Là, j'interpelle d'ailleurs M. Boussembe. On doit faire quelque chose. On doit adapter nos lois par rapport, je dirais, aux enjeux de l'heure. Parce que le Congolais s'avilit de plus en plus. De plus en plus. On doit sanctionner. On doit sanctionner, 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 sanctionner. Quand je vois le manque et le peu de sanctions pour des, je dirais, des choses aussi graves, je désespère. Je désespère. Normalement, ceux qui ont été indexés, invalidés,
Mais il faut que les sanctions suivent. D'inéligibilité, les frappant 5 ans, 10 ans. Vous ne pouvez pas vous contenter de nous dire que tel a usé de tels procédés frauduleux, on a invalidé ses voix à la personne, c'est la cour douce. La personne a même le toupet de ne pas vouloir démissionner, d'engager un bras de fer. Mais dans quel pays sommes-nous? Gentili Ngobila a été réhabilité de ses fonctions puisque nous en parlons. Et tout de suite après, le président de l'Assemblée provinciale, à travers tout ce qu'on lit, avertit les banques que Ngobila ne s'engage pas au nom de la ville. Le VPM l'a réhabilité, évidemment, il n'est pas seul. Faire un pas en avant, faire un pas en arrière, on a comme l'impression qu'on n'avance pas. Un théâtre de mauvais goût. Non. De très mauvais goût. Dont nous avons comme acteur le VPM de l'intérieur, le tristement célèbre gouverneur de cette ville. Vous êtes de ceux qui pensent que Gentili Ngobila n'a rien fait, alors que sur Elenguessa, il y a des gens qui ne jurent que par son nom. Dire qu'il n'a rien fait serait excessif. Et tout ce qui est excessif ne représente rien dans l'opinion. Je ne dirais pas qu'il n'a rien fait, mais je dirais qu'il a très mal fait les choses. Et s'il avait de l'estime, de la hauteur, il aurait dû démissionner. Je disais que cette pièce de théâtre de mauvais goût était jouée par des acteurs. Ils ne sont pas les seuls. Le président de l'Assemblée provinciale, c'est d'ailleurs pour moi, je cherche des mots mais qui ne viennent pas. J'attends ces mots, moi. Acteur lui aussi de ce métrage court roulant. Il se donne d'abord, de par son accoutrement, il se prête à une bouffonnerie qui ne sied pas au rang et à la fonction qu'il occupe. Au lieu d'arrêter la bouffonnerie sur le vestimentaire, il pousse le bouchon loin, en faisant croire à l'opinion qu'il est outré par la gestion de Ngobila. Laquelle gestion il a accompagné? Laquelle gestion il lui est arrivé maintes fois de saluer? À quel moment s'est-il réveillé pour nous dire que la ville était mal gérée, que M. Ngobila était malfaisant? À la dernière année, au dernier mois, il veut prendre les enfants de bon Dieu que nous sommes pour des pingouins. Nous ne sommes pas membres de son église. Je suis chrétien, mais je ne suis pas membre de son église qu'il doit considérer comme de moutons de panurge. Il a rendu un très mauvais service à la ville en compagnie de son compère, M. Ngobila. Élu à la FUNA maintenant. Godempo, élu à la FUNA. Il y a ces résultats qui m'étonnent, dont celui de M. Godempo. Il a fait bonne impression, il faut croire aux électeurs qui l'ont plébiscité. Il y a de ces résultats, de ces élus qui ont été proclamés. J'ai failli tomber à la renverse. Je n'ai pas dit, et je ne conteste pas, qu'ils ont été élus, mais je suis étonné. Il en va aussi, et ça c'est une réflexion qu'on pourra avoir dans une autre émission. Je faisais ce débat-là avec les amis, je me disais,
doit-on continuer avec ce mode d'élection? Doit-on continuer à donner à certaines personnes le droit de vote? De personnes qui lient leur droit de vote aux billets qui peuvent sortir de la poche du candidat. Il y a, je parlais tout à l'heure du changement de mentalité, mais sur ce point-ci, il faut qu'on ait le courage de dire que le format des élections dans lequel on est depuis 4 cycles ne correspond pas à nos réalités. Sociologiques, logistiques, tout ce que tu veux, mais on doit s'arrêter. On doit s'arrêter. Parce qu'il y a des gens qui ne sont élus que par la force de leurs conditions sociales. Il y a des gens qui sont élus par le traficotage du nom qu'ils portent, de leur papa. On va continuer jusqu'à quand? Bon, vous portez vous aussi le nom de votre père, hein, qui n'est pas un inconnu. Je ne m'en prévaut pas et je peux le dire, mon père ne m'a jamais recommandé où que ce soit. Jamais. Toutes les fois où j'ai eu des opportunités de travailler, je le dois à ma compétence. Et seulement à ma compétence. Puisque nous avons parlé des Godin pour élus de la FUNA, parlons de députés nationaux, élus donc qui ont assisté à leur première, à l'ouverture de la première session parlementaire, une session extraordinaire qui sera essentiellement consacrée à la validation des pouvoirs des députés, ce qui a été fait au cours de cette plénière, la rédaction du règlement d'ordre intérieur, l'élection du bureau définitif, parce que le bureau d'âge a été mis en place avec Christophe Mbosso comme président, Agematembo Toto, 26 ans, questeur, Serge Bahati, 27 ans, rapporteur. Vous avez suivi quand même ce qui s'est passé. Quelle lecture avez-vous faite de cette... c'est quand même... c'est un événement quand même, hein? C'était un événement quand même. Bon, j'avais osé espérer qu'il y aurait un changement du personnel politique. Force est de constater que les souhaits émis se sont révélés être lettres mortes. Parce que 80%, si pas 90% des élus, c'est le même personnel politique. Analysons un peu, je vous reviens tout à l'heure, analysons un peu ces bureaux d'âge dont je viens de parler. Le président, c'est Christophe Mbosso, un vieux de la vieille, qui a fait la pluie et le bon temps depuis Mobutu. Agematembo dont nous parlons ici est le fils d'un Agematembo, des gens en politique. Serge Bahati est fils ou neveu d'un Bahati, des gens en politique. On peut dire que c'est la relève hein, qui vient. Si ils se retrouvent là, par, je dirais, la force de leur mérite, bravo. Si ils se retrouvent là, par la force de leur mérite, par les talents qui sont les leurs, par les atouts qu'ils disposent, bravo. Si ils ont de la compétence, tant mieux. Tant mieux. Je ne vais pas ici faire les procès des gens à cause de leur nom. Je ne suis pas de ce genre. Mais faudrait-il que cette relève que nous voulons, que nous espérons, que nous attendons, soit vraiment une relève. En qualité.
vous faites bien de le dire. Il faut, j'ai dit, et je ne cesse de le dire, on doit changer notre façon de faire. On doit changer notre façon de faire. Je ne dis pas que tout ce qui a été fait est mauvais, mais beaucoup de ce qui a été fait a été mal fait. Et on doit corriger. Que ceux qui ont eu, je dirais, les faveurs des électeurs, qui sont aujourd'hui les élus, qui nous représentent, essayent de, je dirais, de rectifier le tir. Qu'ils essayent, ils ont cette charge-là de relever le niveau. Absolument. Absolument. Je peux me plaindre de ce que ce personnel n'a pas suffisamment changé, mais je dirais, je leur accorde le bénéfice du doute, de pouvoir faire évoluer les choses. Nous recevons sur ces plateaux Patrick Eyal avec qui nous commentons l'actualité. Nous allons faire une pause et revenir tout à l'heure. On n'a pas exclu les autres. Moi, j'ai dit souvent qu'une réflexion commence toujours par un noyau. Lorsqu'un noyau réfléchit, il ne peut pas déjà réfléchir à 100, à 200, à 300. Maintenant que nous avons commencé la réflexion, il n'est pas interdit, et nous l'avons dit, lors de la sortie officielle de ce pacte, nous l'avons dit, que les portes sont ouvertes parce que les réflexions pour la refondation d'un État demandent que toutes les intelligences soient mises à contribution. Et donc, il n'est pas question de dire c'est une coalition qui est fermée, c'est un courant politique qui est fermé. Les autres doivent vous rejoindre. Ce n'est pas nous rejoindre. Les autres peuvent aussi donner des contributions. Ou aussi, ils peuvent se réunir pour formuler les leurs. Les autres peuvent également créer des blocs ou des pactes, comme vous l'avez fait. Bon, on ne peut pas entrer dans les secrets de ce que pensent les autres, parce que... Vous avez créé un pacte avec 4 regroupements politiques. Les autres peuvent également créer. On peut avoir dans l'Union Sacrée 3, 4, comme ça, organisations. Ça gênerait personne. Déjà, l'Union Sacrée est composée de groupes politiques, regroupements, partis politiques, personnalités. C'est déjà des organisations. Donc, mais comment les gens pensent que autant l'Union Sacrée a des partis politiques, a des regroupements politiques, autant il ne veut pas avoir un regroupement maintenant de partis politiques qui réfléchissent. La coalition, c'est pour un pouvoir. Ici, ce n'est pas une coalition pour un pouvoir. C'est une organisation interne pour les réflexions profondes à envie d'apporter les contributions demain après demain sur l'exercice du pouvoir. Patrick Eyal, quand vous voyez le 477 élus qui ont siégé à cette cérémonie, bon, je dis ça comme ça, vous n'avez donc pas l'impression que nous sommes dans une nouvelle classe politique? Non, non du tout. Non, c'est le même personnel politique. Espérons que ce personnel politique-ci prenne, je dirais, le sens, ou bien prenne la mesure des gravités, je dis des parce qu'il y en a plusieurs, et se mettre au diapason de pouvoir faire cette mutation, de nous procurer une nouvelle classe politique. Je me souviens encore de cette Assemblée nationale sous Vital Kamerhe, qui... C'était autre chose. On avait vu les niveaux du débat. Même la population commençait à s'intéresser, à suivre le plénière qui passait en direct. Et aujourd'hui, quand on sait que... On sait ce que vaut Vital Kamerhe, ce que veut Vital Kamerhe, peut-être, qui sait s'il sera encore au perchoir pour que nous puissions revivre un leadership comme ça à l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut aussi un leadership. En tout cas, moi, je fais partie des gens qui, s'il est candidat à cette fonction, ce ne sera pas pour me déplaire. Parce que, sous la mandature qui a été la sienne, le débat a été, je dirais, bien tenu. Le creuset de la démocratie avait tout son sens.
valait son pesant d'or. C'est, je dirais, à ce jour, la meilleure expérience de l'homme politique Vital Kamerhe. C'est là où il a donné le meilleur de lui. Donc, si il m'était demandé d'apporter un conseil, je dirais que c'est là où il peut se retrouver. C'est là où serait sa place. C'est là où il peut faire œuvre utile à la nation. Mais le saviez-vous, Patrick Yalé, que lors de cette plénière, Vital Kamerhe a été très ovationné par le personnel de l'Assemblée nationale, qu'à son retour, mais hué par les députés dans la salle de plénière. Évidemment, hué par une bonne partie de députés de l'Union sacrée, parce que, entre autres raisons, évidemment, cette affaire de PCR. Votre lecture de cette initiative de Kamerhe et compagnie? On vient d'écouter M. Julien Paluku, le ministre de l'Industrie, qui a expliqué ce qu'était PCR et ce qu'était leur vision. Quoique leurs explications diffèrent les uns des autres membres du PCR. En réalité, c'est une course au pouvoir. C'est une course au strapontin de Premier ministre. Cette course est-elle légitime? Oui. Cette course est-elle à propos? Oui. Qu'on ne se le cache pas. Même si l'on sait que l'UDPS a raflé la grosse part d'élus. Voilà pourquoi j'ai dit que cette course est à propos. Pourquoi? Parce que l'UDPS, en tant que parti politique, a le plus grand nombre d'élus qui, de manière naturelle, fait d'elle, je dirais, la première force. Il va de soi que les autres forces se constituent en une force homogène pour donner le là à l'UDPS. C'est de la politique, cher ami. C'est de la politique. Autour de l'UDPS ou à côté de l'UDPS? J'ai dit que nous sommes dans une étape où il y a une forme légitime de la course au pouvoir. C'est une, je dirais, légitime. Que les gens ne s'y trompent pas. On est politique, on fait de la politique pour exercer le pouvoir. Il ne faut pas que cela soit considéré comme une traîtrise que de vouloir exercer le pouvoir. Mais enfin, on bat campagne, on aligne des députés, c'est pour exercer le pouvoir. Dans son effectivité. Dans son effectivité. C'est une autre chose de savoir que ce que vous allez faire de ce pouvoir. Avant d'y arriver, il est légitime qu'un politicien veuille conquérir le pouvoir, l'exercer. Et il est de bonne loi de faire prévaloir ses atouts, ses attributs. Il est de bonne loi. Mais s'il m'était demandé si j'étais Achitophel, ceux qui connaissent le personnage savent de qui je parle, je dirais au président de ne pas suivre le schéma qui l'emprisonnera à choisir dans le format des forces politiques. Pourquoi? Parce que pour moi, on ne peut pas faire la même chose tout en espérant des résultats qui seront différents. Or, à ce que je sache, le chef de l'État veut des résultats qui sont différents du précédent quinquennat. La première des choses pour aller dans la bonne direction, c'est de quitter les sentiers battus. C'est de chercher des profils de personnes qui ne sont pas forcément des partis politiques. Dans son pouvoir discrétionnaire. Dans son pouvoir discrétionnaire. C'est de quitter un peu ces carcans. De sortir de là. De sortir du carcan des gens qui font la politique politicienne. De chercher quelqu'un qui sera à même d'être un homme à vision,
et être l'homme de la vision. Choisir un Ilou Kamba ou Sama Lukonde, par exemple? Non, Ilou Kamba et Sama Lukonde sont tous deux des hommes de l'appareil politique. Ilou Kamba était un ancien du PPRD qui avait juste pris de la distance. Le président Kabila n'avait fait que réchauffer son café. Sama Lukonde était membre du parti de Dani Banza. Pourquoi j'ai recul là? Parce que quand vous mettez en avant ces genres de profils, ils ont tendance à être... On a comme l'impression que la technicité a parlé un peu plus que la politique. C'est même pas ce côté-là que je porte mes griefs. L'élu à ce Strapontin a tendance à être dépendant de son parti. S'il n'est pas lui-même l'autorité morale, il est dépendant de l'autorité morale. Qui s'immixe, qui veut imposer des quotas, qui veut avoir sa part. Ça complexifie cette fonction qui est déjà complexe. Donc si vous chuchotiez à l'oreille du chef, vous l'aurez dit vous le diriez, je veux dire, de choisir un autre profil. Pour avoir réfléchi, j'ai 3 pistes de, je dirais pas solution, mais 3 pistes. On parle d'un certain portrait. Voilà. En dressant un portrait commençons par celui qui devra, par exemple, être Premier ministre. Comme nous y sommes, j'ai déjà eu à le dire dans la précédente émission que j'ai faite, pour moi, l'une des personnes qui sort des sentiers battus, qui sort de ce carcan, qui remplit, à mon avis, je dirais, les cases, c'est M. Jules Alinguetti. Il a fait preuve de rigueur dans la gestion de l'institution qu'il a gérée. Il est, par son caractère, il a un caractère, je dirais, bien trempé, qui n'aime pas se laisser marcher dessus. Il y a une certaine fermeté que vous appréciez. Une fermeté que j'apprécie, une volonté, je dirais, d'aller, je dirais, vers les challenges qui lui sont imposés. Vous le verrez en bon Premier ministre. Je le verrai faire un bon Premier ministre. Qui d'autre? Si on doit, toujours dans ce format-là, je verrai bien pour une première fois une femme occuper ce poste. Mais une femme qui ne soit pas aussi, je dirais, On cite Mme Bandoubo, la de l'IDPS, déjà pour ça. Ancienne ministre de l'économie. J'ai mis des doutes. Vous savez, je veux vous étonner. La personne qui m'avait, moi, fait rêver, c'était Mme Janine Mabunda. Je la voyais première ministre. Je disais, si on devrait avoir, pour une première fois, une première ministre dans ce pays, c'était cette dame. J'avais de l'estime pour sa tenue, son intelligence. C'est l'une, dans ce microcosme, c'est l'une des rares femmes pour qui j'avais, je dirais, je tirais mon chapeau. Mais le poids du parti l'a amené vers des chemins tortueux. Et je pense qu'à ce jour, elle doit regretter les chemins qu'on l'a forcé de prendre. C'était le poids du parti. Je sais de quoi je parle. On lui a fait dire des choses, je pense qu'elle regrette d'ailleurs. Je vous ai parlé d'Akassia Bandoubou là. Les propos désobligeants. Pour moi, ce n'est pas le bon profil. Ce n'est pas le bon profil. Je souhaite coder pour une première fois une femme, chef du gouvernement, exigeant que je suis,
je me dis dans mon standard d'exigence, Madame Acacia, certains vides dans les cases de mon exigence pour occuper Qui cette fera fonction. le bon président de l'Assemblée nationale? Non, restons d'abord Encore à la primature? Dans cette fonction de la primature. Malheureusement, vous avez vu que je n'ai pas des noms des femmes, mais je souhaite. Il y a celles que j'apprécie, mais je ne sais pas, je n'ai pas bien scruté. Il y a Madame Marie-Josée. Marie-Josée Fokou. Marie-Josée Fokou. Je l'ai suivie 2-3 fois. Elle a de la consistance. Elle est pertinente. Je pense qu'elle peut avoir ce profil-là. Si on quitte ce registre, s'il faut que le chef du gouvernement soit issu des partis politiques, forcément, je me dis qu'il doit venir de l'UDPS. Et je ne vois personne de mieux outillé, de mieux calibré, de mieux qualifié que M. Jacquemin Chabani. Donc, ce sont là les trois, je dirais... C'est votre casting pour la primature. Pour la primature. À l'Assemblée nationale, on avait déjà cité Vital Kamerhe. À l'Assemblée nationale, le bon sens, je dirais, pour un tas de... pour tous ceux qu'on a, je dirais, épinglés sous la mandature de Vital Kamerhe, et ce qui n'a pas été sous d'autres mandatures, il serait de bonne loi que l'on reconfia cette fonction à M. Vital Kamerhe. Vous ne pensez pas qu'il a perdu un peu de son aura? Surtout, il ne faudrait pas que l'UDPS fasse l'erreur de vouloir tout prendre. Un peu comme ce fut l'époque du PPRD. Si l'UDPS a la primature, il sera de bon droit que l'UDPS accorde la fonction du président de l'Assemblée aux formations partenaires de l'UDPS. Et dans le lot, je pense que la deuxième force, je crois que c'est l'UNC. L'UNC et l'AFDC. Il faut voir entre l'UNC et l'AFDC, j'ai plus les chiffres exacts, mais je pense que la coalition que mène Vital Kamerhe vient en deuxième position. Et il sera de bon droit que le président de l'Assemblée nationale soit issu des rangs pilotés par M. Kamerhe. Donc Vital Kamerhe et donc Jean-Lucien Boussa, Kankou Chinkou, je crois, et Julien Paloukou, n'ont pas mal fait de réfléchir comme ils ont fait, comme cela a été dit tantôt. C'est une stratégie politique qui tient. En tout cas, je ne peux pas leur porter grief de vouloir se positionner. Même s'ils sont très mal vus par les autres. Kamerhe a été quand même hué à l'Assemblée nationale. Je dirais, c'est petit jeu. Ok. C'est petit jeu. Vous ne pouvez pas, parce que vous ne comprenez pas comment le vent tourne, faire des reproches à quelqu'un qui est avisé. Non. Il est juste avisé. Que souhaitez-vous voir changer concrètement, disons, dans les 2 premières années du mandat de Fachi, de ce deuxième mandat? La première des choses, c'est dans les choix des collaborateurs, des personnes qui vont relever, je dirais... Il faut que le chef balaye sa cour. Ah, absolument. Absolument. Il faut plus de célérité dans les choix. On a assisté à des nominations, on se bouchait le nez. Nous qui sommes je dirais, des aficionados
du chef de l'État. Il y a des nominations, on se bouchait le nez, tenues par ce principe qui dit quand on fait partie d'un corps, on a l'obligation de l'accompagner. Comme disait Jean-Pierre Chevènement, quand on est membre du gouvernement, soit on accompagne, soit on quitte le navire, pour paraphraser. Mais il y avait de ces nominations qui me faisaient mal au cœur, des personnes dans la compétence, dans la moralité, dans le profil, dans même, je peux même dépasser toutes ces choses. On peut mettre, donc vous ne voyez aucune volonté de faire le job et de bien le faire. On peut passer outre ces choses, mais il y a des gens en qui vous sentez la volonté. Je dis, il a peut-être le profil qui ne correspond pas, mais il a la volonté de bien faire les choses. Comme Gekoko qui est en train de refaire le rond-point Willery, en quelques jours seulement, après qu'il ait eu son intérim. Je trouve risible de mesurer la volonté de quelqu'un qui veut devenir gouverneur à l'aménagement d'un rond-point. Non, ne réduisons pas autant nos aspirations à voir cette ville devenir ou redevenir Kinlabel. Si pour, je dirais, être outsider, truster les choix, il suffit d'aménager, d'embellir rond-point Willery. Nous sommes tombés, je dirais, en termes de standard, hein, nous sommes tombés un peu bas. Nous sommes tombés un peu bas. Nous méritons mieux en termes de standard et d'exigence. Vous aviez parlé de l'entourage du chef de l'État. Un autre point? Restons un peu sur ce point. Je ne veux pas me cacher de faire sa publicité. Parce que, pour avoir longuement parlé avec lui, il a ces ambitions-là. Je parle de Josué Noël-Chèque, candidat de la provinciale pour le compte de Lingouala. Pour avoir travaillé avec lui, pour avoir longtemps échangé avec lui, pour avoir vu le standard qu'il met dans la vision, dans l'exécution des tâches de l'événement qui lui ont été accordées, je me dis c'est un profil qui vaut pour cette ville. Josué Noël-Chèque avec son initiative pour une nouvelle ville de Kinshasa, qui est une vision étudiée et élaborée par lui et toute son équipe, répondrait au bon profil du gouverneur pour Kinshasa. Parce qu'au-delà d'avoir de la compétence, au-delà d'avoir des atouts, il a une vision. Et il a ce que je venais de dire tout à l'heure, de la volonté de voir les choses, c'est-à-dire être fait avec, je vais utiliser un mot qui n'est pas français, mais c'est le mot qui sied à ce que je vais dire, avec gentance. Voilà, avec gentance. Tu n'as qu'à voir quand on lui confie l'organisation d'un événement, tu sens qu'il y a de la gentance. Je crois que ce mot, on doit faire un effort pour... On doit le franciser. Hein? On doit le franciser. Messieurs et dames, nous avions l'honneur et le plaisir de recevoir sur ces plateaux Patrick Eyalé, analyste politique, analyste. Acteur politique aussi. Je vais y arriver. Analyste politique, éditorialiste, mais voilà, comme il a dit, acteur politique aussi, il faudrait faire avec désormais. Il ne veut pas seulement observer, analyser, il veut aller au-delà de ça, poser des actes et voilà. C'était l'invité donc de ce 7-9 qui est arrivé à sa fin. Patrick Eyalé, merci d'être passé et à très bientôt, on espère. C'est la première fois. Laisse-moi te dire que j'évite de plus en plus les émissions parce que la modestie, moi, parfois, c'est pas un. Hein.
Mais bon, j'ai parfois l'impression que je ne suis pas challengé. J'ai parfois l'impression que bon, c'est juste pour meubler le temps. Mais là, je dois dire, à chaque fois que vous posez une question, je dis, ah tiens, je mourrais d'envie qu'on pose cette question. Très belle émission, belle présentation. Je m'invite déjà la semaine prochaine. Merci, c'est par ces fleurs qui nous sont jetées que nous clôturons cette émission. Merci à vous aussi qui êtes en train de nous suivre et à très bientôt.